Ah oui, Bon, d'accord. bonjour Constance. Bonjour Pascal. Alors nous avions en fait envie d'échanger autour d'une figure spirituelle qui, à mon sens, pourrait encore nous parler au jour d'aujourd'hui. Mm. Il s'agit en fait d'Etty Hillesum qui a écrit en fait un journal qui s'intitule Une vie bouleversée, un journal qu'elle a tenu entre 1941 et 1943. Pour situer brièvement Etty, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est née en fait le 15 janvier 1914 à Middelbourg, aux Pays-Bas. Il est décédé le 30 novembre 1943 à l'âge de 29 ans à Auschwitz, donc dans le camp de la mort. Et son journal en fait retrace son évolution spirituelle. Et je voudrais, avant de te céder la parole, peut-être commencer justement par la première page de ce livre, Une vie bouleversée, que je montre ici à la caméra pour que l'on voit effectivement de quel livre il s'agit. Euh, Cette première page, à mon sens, dit déjà beaucoup d'Etty et du cheminement qui sera le sien par la suite. Il s'entame le dimanche 9 mars 1941. Eh bien, allons-y. Moment pénible, barrière presque infranchissable pour moi. Vaincre mes réticences et livrer le fond de mon cœur à un candide morceau de papier quadrillé. Les pensées sont parfois très claires et très nettes dans ma tête, et les sentiments très profonds. Mais les mettre par écrit, non, cela ne vient pas encore. C'est essentiellement, je crois, le fait d'un sentiment de pudeur, grande inhibition. Je n'ose pas me livrer, m'épancher librement, et pourtant il le faudra bien, si je veux à la longue faire quelque chose de ma vie, lui donner un cours raisonnable et satisfaisant. De même dans les rapports sexuels, l'ultime cri de délivrance reste toujours peureusement enfermé dans ma poitrine. En amour, je suis assez raffinée, et si j'ose dire, assez experte pour compter parmi les bonnes amantes. L'amour avec moi peut sembler parfait, pourtant ce n'est qu'un jeu éludant l'essentiel, et tout au fond de moi quelque chose reste emprisonné. Et tout est à l'avenant. J'ai reçu assez de dons intellectuels pour pouvoir tout sonder, tout aborder, tout saisir en formules claires. On me croit supérieurement informé de bien des problèmes de la vie. Pourtant là, tout au fond de moi, il y a une pelote agglutinée. Quelque chose me retient dans une poigne de fer. Et toute ma clarté de pensée ne m'empêche pas d'être bien souvent une pauvre godiche peureuse. Assez incroyable quand même, cette lucidité qu'elle a sur elle-même. Elle peut effectivement parfois être très dure avec elle au niveau, sur le plan de ce qu'elle considère être comme de l'égocentrisme, son manque d'amour par rapport aux autres, sa jalousie aussi, notamment par rapport aux hommes et par rapport à Spire, on en parlera. Euh, mais d'abord, en fait, Constance, dans quelles circonstances as-tu rencontré Étienne Lessum et pourquoi finalement t'a-t-elle tellement touchée? Alors, j'ai rencontré Etty Hillesum il y a 27 ans. En fait, je suivais sur les conseils d'une de mes sœurs aînées un parcours créé par Xavier de Chalandard, donc du temps où il était à Saint-Méry. Il avait créé un cycle de cours du soir, de catéchisme pour adultes, qui s'appelait le CIF, le Centre pour l'intelligence de la foi, où les enseignants étaient divers et variés et venaient en général du Centre Sèvres. Je me souviens en particulier de Jean-Marie Glé, qui était exceptionnel. Et, euh, et Xavier avait aussi un chalet dans les Alpes, l'Arc-en-Ciel, où il organisait des sessions de quelques jours. Donc en 94, j'y étais allé une semaine et donc il y avait pas mal de participants et il y avait entre autres Geneviève Esmangeau, une, une dame, une grande dame, même si elle était petite, qui était la sœur d'un jeune médecin mort prématurément, qui était l'élève du docteur Vitoz. Donc de la méthode Vitoz, qui est une grande méthode suisse là, de relaxation, détente, etc. Et donc, on est devenus très amis en papotant et en marchant ensemble. Et parmi les livres qui traînaient dans la bibliothèque de l'Arc-en-Ciel, il y avait Etty Hillesum, donc elle avait commencé à m'en parler. Et, et tant et si bien que, à peine rentrée à Paris, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller acheter Une vie bouleversée Mhm. d'Etty Hillesum et qui m'a ouais, profondément touchée. Je crois que j'ai dû le lire en une nuit ou à peu près. Parce que c'était une période où j'allais pas.
ouais, pas complètement bien, dirons-nous, en tout cas pas très bien. Et en la lisant, je retrouvais une simplicité, d'interrogation, même si effectivement elle est parfois assez dure, un humour aussi régulièrement, Ouais. que moi j'ai apprécié beaucoup. Mmh. Et puis, tout un tas d'interrogations vis-à-vis de la communication entre les gens, vis-à-vis de son rapport à Dieu, vis-à-vis de, j'ai noté justement quelques thèmes, vis-à-vis bah, du sens de la vie, de la mort, de la vérité, l'amour, la cohérence d'une vie, qui m'ont profondément touchée. Parce que là, enfin, je commençais, et je le dis sans aucune prétention, hein, parce que les conditions ne sont évidemment pas du tout les mêmes, mais à trouver quelqu'un avec qui je me sentais complètement en phase. Mmh. C'était nouveau pour moi. Je suis la cinquième d'une fratrie de 8, un peu en marge. Mmh. Euh, tu vois, j'ai fait des études à l'université, j'ai fait un doctorat en astrophysique. Bon, ma famille n'était absolument pas universitaire. Ma famille, c'est des ingénieurs pour les hommes. Et bon, pour les femmes, ça a changé un peu pour les plus jeunes derrière moi, mais certainement pas universitaire et à faire ce genre de choses. Et, euh, et donc, c'est comme ça que je me suis passionné pour Etty Ilissoum. Et puis, bah, régulièrement, quelques années plus tard, j'ai eu en fait pendant 30 ans, là, régulièrement des rechutes, si j'ose dire, et des rechutes qui étaient ce qu'elle dit, et ce que disait aussi beaucoup Viktor Frankl, qui m'a beaucoup aidé aussi, qui lui aussi était psychiatre dans un camp, hein, sur tout d'un coup, pour moi, le temps s'arrêtait. Je ne voyais plus aucun sens à ma vie. Et c'était assez brutal, en fait, hein. C'est donc type dépression, hein, typiquement. Mmh. D'ailleurs, elle aussi, elle parle de ses Oui. dépressions. Mais en analysant, parce que justement, bah, j'en parlais avec Geneviève, qui, par chance habitait près de chez moi à Paris, euh, en analysant le truc, je me disais, en fait, c'est ça. Pourquoi est-ce que ça me tombe dessus tout d'un coup? Parce que j'ai des activités intéressantes, bon, mais tout d'un coup, je perds le sens. Et pour moi, c'était extrêmement angoissant, hein. Alors, j'ai toujours Ouais. été assez angoissée, hein, ça depuis toute petite, mais là, c'était vraiment. Et ça me paralysait complètement. Il y a un psychiatre italien qui m'a suivi tous ces derniers 10 ans à Rome, un gentilhomme merveilleux. D'ailleurs, on est toujours en contact hein, grâce à WhatsApp et compagnie. Et qui, un jour où j'étais à nouveau dans cette situation, m'avait suggéré de voir le film Le jour de la marmotte. Alors, je crois que c'est Le jour sans fin en français. En italien, c'est Ricomincio da capo. Et c'est un journaliste, en fait, qui est bloqué dans un petit patelin très froid. Et tous les matins, quand son réveil sonne, en fait, c'est la journée précédente qui recommence. Le temps s'est arrêté. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, tant qu'il ne réfléchit pas à son comportement dans la vie, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de beaucoup de choses, parce qu'il était complètement égoïste et égocentrique, eh ben, le temps se bloque. Et le temps ne se remettra à couler que quand il aura complètement changé. Mmh. Et effectivement, moi, je sentais très bien qu'il y avait tout un tas de blocages. Et donc, c'est vrai que lire Etty Ilissoum, je me replongeais dedans tout le temps, comme ancrage. Et puis pour me dire, allez, c'est comme elle qu'il faut faire, hein. Ouais. Ouais, je pense elle peut rejoindre beaucoup de monde encore aujourd'hui parce qu'effectivement, elle a une lucidité sur elle-même, je le disais tout à l'heure, mais elle a aussi évidemment cette recherche constante d'être dans le vrai et de se connaître de plus en plus parce qu'elle se rend compte aussi qu'en se connaissant de plus en plus, elle peut lire du coup presque dans le cœur des autres humains et être, du coup, être extrêmement proche. Tu disais effectivement qu'elle avait, et c'est sans doute un élément qui était un moteur pour elle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a dit il faut qu'il y ait un changement en moi parce qu'elle était extrêmement effectivement dépressive jusqu'au moment où finalement
elle rencontre en fait Julien Spire le 3 février 1941, qui deviendra son thérapeute, entre autres, parce que c'est vrai que les relations les filles et les hommes, c'est toujours un peu compliqué, donc on sait jamais très bien si à un moment donné c'est le thérapeute ou si c'est l'amant, mais en tout cas elle était extrêmement proche de lui. Et finalement, elle dit à un moment donné, d'ailleurs, quand il est mort, maintenant je dois faire mon chemin seul, hein. Ouais, Elle était tellement proche, presque fusionnelle avec cet homme-là que voilà, c'était pour elle vraiment un véritable maître spirituel. Elle l'appelle d'ailleurs l'accoucheur de d'accord. son âme. Et effectivement, elle entreprend une thérapie qui va complètement la débloquer. Mm, Elle entreprend cette thérapie en 1941 et pour rappel, en fait, elle est morte en 1943, c'est-à-dire qu'en 2 ans, elle va vivre un cheminement intérieur spirituel extrêmement profond et extrêmement rapide pour le coup, mm. en allant effectivement, notamment aussi dans le camp de Westerbork, rejoindre les autres, puisqu'elle y va volontairement. Donc Ouais, ouais. c'est absolument incroyable. Quelqu'un qui était vraiment une pelote complètement refermée sur elle, qui à un moment donné s'ouvre complètement au monde, au point de trouver effectivement le ciel merveilleux, alors que finalement toutes les portes se ferment, hein. C'est impressionnant. Toi-même, en fait, tu as aussi ressenti quelque part son propre cheminement, il t'a Oui, touché, ça t'a alors, rejoint à un moment aussi? ouais. Ah oui, complètement. Et j'ai mis beaucoup plus de temps, malheureusement. Mais encore que tout ça, c'est des expériences. Mais non, mais tu vois, dès le début, en fait, dans les premières pages, elle dit corps et âme ne font qu'un. Et moi, d'après ce que je comprends du mal-être dont elle parle, c'est qu'elle se rend compte effectivement que, un, il faut qu'elle creuse en elle, il faut qu'elle approfondisse parce qu'en fait, le mal-être qu'elle a et qui revient régulièrement, c'est parce qu'elle n'est pas unifiée. Mhm. Elle n'a pas trouvé son centre, elle n'a pas trouvé le fond de son âme ou le fond d'elle-même, je ne sais pas comment l'appeler. Et, euh, et elle sait aussi que pour y arriver, il faut qu'elle ménage son corps en dormant suffisamment, en faisant de la gymnastique. Et c'est vrai que moi, ça, je le savais, mais je suis paresseuse. C'est vraiment mon psychiatre en Italie, hein, parfaitement athée par ailleurs, mais plein d'humour aussi comme Etty, qui m'a mis ça dans la tête, hein, parce que sinon, les autres psychiatres, c'est assez rapide, hein, dans des cas pareils. Tu vas les voir, en 10 minutes, ils te diagnostiquent bipolaire, ils te couvrent de médicaments jusqu'à éventuellement te tuer si tu n'y arrives pas toute seule. Enfin, c'est dramatique. Et ça, moi, je savais, j'ai toujours eu une petite lanterne rouge dans mon cerveau, parce que j'ai eu quelques mois un traitement comme ça, qui me disait, non, non, là, alerte rouge, ça ne va pas du tout. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Alors, c'est vrai que le fait d'être chercheur en sciences aussi fait que j'allais voir les articles de recherche sur ces produits-là, mais je savais que c'est pas ça la solution. Mhm. Et je le dis pour moi, mais je le dis aussi pour d'autres. Et j'ai malheureusement des amis qui sont morts de ça, alors que le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Mhm. Euh, Mhm. Tous ces médicaments, moi je te dis, mon psychiatre italien, et qui est un grand psychiatre en fin de carrière là, en Italie, il dit, on ne sait pas, quand il nous assomme avec 10 médicaments différents, les interactions de tous ces médicaments entre eux dans un organisme humain. Oui, c'est ça. Ben Pas ça, des comme tu choses. dis, ça ne résout rien en fait. Au Et ça ne contraire, résout rien. c'est une Ouais. chape de plomb, c'est une sorte d'étouffoir du psychisme et du corps pour essayer de survivre. Mais c'est une fuite évidemment aussi en avant. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup touché chez elle, en fait, parce que tu parlais effectivement de Dieu, mais son Dieu, elle, évidemment, est, je dirais pour le coup anticonventionnel. C'est pas du tout évidemment le Dieu anthropomorphique. Je dirais des chrétiens. Et donc là, elle a vraiment beaucoup de liberté, je dirais, par rapport justement à sa propre conception de Dieu. Et finalement, sa conception de Dieu, finalement, ça revient à être, je dirais,
le plus en phase avec le plus profond de soi-même, hein. C'est-à-dire que c'est pas du tout une personne, Dieu, qui serait extérieure à sa propre personne, mais c'est en elle en fait qu'elle dit le trouver en parlant notamment de ce puits très profond. Je voudrais quand même lire un autre passage ici des écrits d'Étienne Sum. C'est ce qu'elle écrit ici le 22 septembre 42. Je pense que ça retrace bien la façon dont elle voit effectivement petit à petit sa propre vie. Elle dit ceci: il faut apprendre à vivre avec soi-même comme avec une foule de gens. Et l'on Mmh. découvre alors en soi tous les bons et les mauvais côtés de l'humanité. Il faut d'abord apprendre à se pardonner ses défauts si l'on veut pardonner aux autres. C'est peut-être l'un des apprentissages les plus difficiles pour un être humain. Je le constate bien souvent chez les autres. Et avant, je pouvais l'observer sur moi-même aussi, mais plus maintenant, que celui du pardon de ses propres erreurs, de ses propres fautes. La condition première en est de pouvoir accepter et accepter généreusement le fait même de commettre des fautes et des erreurs. Ça Mmh. aussi, c'est une belle façon, quelque part, de s'unifier précisément, Oui, c'est de voir en soi tout ce qui ne va pas, et au lieu de l'enfouir ou de je dirais, de se flageller en permanence, c'est de dire, ben voilà, ça fait partie de moi, je l'intègre, je l'accepte et je continue mon chemin, je vais de l'avant. mais surtout, moi, je crois que contrairement à ce qui était dit, et je pense au milieu catholique bourgeois, justement, il fallait se bouger, ne pas y penser et puis se bouger, se secouer pour essayer d'aller mieux. Je crois que c'est parfaitement faux. Et je crois qu'Etty Ilissoum l'avait très bien compris, Mm. ça c'est sûr, de la même façon que je pense que pas mal de gens qui vivent ça s'en rendent compte. Pour revenir à Dieu, tu disais, elle a une vision très originale et pas très catholique. Bon, alors moi, je ne suis plus catholique depuis quelques jours, donc je suis tranquille. Mais c'est exactement ma vision, en fait. C'est exactement, moi, comme ça que je le ressens. Et c'est exactement ce qu'écrit Bernard Fayet dans L'étincelle du divin aussi. C'est ça. Et c'est évident. Enfin, moi, ça me semble évident que c'est ça. Tu vois, pour citer, là, pour le coup, c'est moi qui cite Etty Ouais. Hillesum, c'est le 26 août au soir, elle dit, il y a en moi un puits très profond, et dans ce puits, il y a deux, Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais le plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits et Dieu est enseveli. Alors, il faut le remettre à jour. Eh bien oui, moi, je trouve que c'est tout à fait ça. Euh, Moi, c'est avec elle que j'ai découvert, effectivement, parce qu'elle le dit, alors je ne sais plus à quelle page, que ce n'était pas un Dieu extérieur, c'était un Dieu intérieur à nous qu'on trouvait. Et ce n'était pas un Dieu hyper puissant qui réglait tout, mais c'était un Dieu sous la forme d'un petit Jésus qu'il fallait protéger, nous. Et elle le dit très souvent, elle l'écrit très souvent, euh, je vais t'aider, c'est à moi de t'aider, c'est à moi de t'aider. Et à un moment, elle dit aussi, même si tu ne m'aides plus, même si tu arrêtes de m'aider, moi, je continuerai à t'aider. Moi, je trouve que c'est formidable de dire ça. Enfin, je trouve que c'est une foi en Dieu qui est incroyable. Incroyable. Oui, bah, oui, moi, personnellement, j'ai du mal, évidemment, j'ai envie de dire, à, à concevoir ce à quoi, quelque part, elle-même se réfère, parce que je n'ai pas, quelque part, cette propre expérience-là. Euh, et oui, c'est difficile en fait. Enfin, tu sais comme moi évidemment que le mot Dieu est tellement galvaudé que quelque part Ouais, ouais. on peut non seulement lui faire dire tout et n'importe quoi. Ça j'ai envie de dire que les évêques et certains prêtres sont champions pour ça. Mais en même temps évidemment il y a ce concept de Dieu lui-même qui renferme tellement d'images. Non seulement négatifs, mais aussi finalement qui sont des simples, je dirais, projections de notre esprit. Donc voilà, je n'ai pas son expérience. J'ai l'impression qu'en tout cas, elle s'est tellement dégagée de ses propres gravats qu'elle voit effectivement en elle la lumière nécessaire pour ne pas sombrer ou ressombrer justement dans la dépression. Mais quelque part, effectivement, aller jusqu'au bout du chemin. Qui effectivement se termine à Auschwitz. Euh, et je pense que ses parents aussi. Elle avait également deux frères, hein, Ouais. Mm. dont un qui était aussi pour le coup
plus que dépressif. Lui, il souffrait de schizophrénie, si je me souviens bien, Alors, un de ses deux ouais, frères, je qui était par crois ailleurs pianiste. Mais donc c'est vrai qu'on voit dans une même famille quelque part un cheminement complètement différent. Ça aussi, c'est impressionnant de voir comment elle, de son côté, si je puis dire, fait son propre chemin et finalement vient aussi en soutien à ses frères et à ses parents. Elle dit également ceci, et tu pourrais peut-être effectivement rebondir aussi par rapport à ça, parce que je trouve que c'est intéressant d'évoquer notre entretien au travers évidemment des propres mots d'Etty. Elle dit ceci: «J'écris un jour dans un de mes cahiers: "Je voudrais suivre du bout des doigts les contours de notre temps"». J'étais assise à mon bureau et ne savais comment approcher la vie. C'était parce que je n'avais pas encore accédé à la vie qui était en moi. C'est ouais. à ce bureau que j'ai appris à rejoindre la vie que je portais en moi. Puis j'ai été jetée sans transition dans un foyer de souffrance humaine sur l'un des nombreux petits fronts ouverts à travers toute l'Europe. C'est ça qui est incroyable, hein. Cette ouverture effectivement au monde, parce qu'à un moment donné, justement, elle a suffisamment approché sa propre vie pour pouvoir de fait, quelque part, s'oublier et accéder à la vie en l'autre. Parce que finalement, elle a accouché d'elle-même et finalement, le sens de sa vie, c'est finalement aussi d'aider les autres à accoucher d'eux-mêmes. Ouais. Mmh. Et puis les accompagner. Alors effectivement, pour la cité, alors on n'a pas noté les mêmes, ça c'était sûr, hein. Mais elle écrit, alors je ne sais plus quel jour c'est. Mon Dieu, prenez-moi par la main, je vous suivrai bravement sans beaucoup de résistance. Je ne me déroberai à aucun des orages qui fondront sur moi dans cette vie. Je soutiendrai le choc avec le meilleur de mes forces. Mais donnez-moi de temps à autre un court instant de paix. Et je n'irai pas croire dans mon innocence que la paix qui descendra sur moi est éternelle. J'accepterai l'inquiétude et le combat qui suivront. J'aime à m'attarder dans la chaleur et la sécurité, mais je ne me révolterai pas lorsqu'il faudra affronter le froid, pourvu que vous me guidiez par la main. Je vous suivrai partout et je tâcherai de ne pas avoir peur. Où que je sois, j'essaierai d'irradier un peu d'amour, de ce véritable amour du prochain qui est en moi. Je ne veux rien être de spécial, je veux seulement tenter de devenir celle qui est déjà en moi, mais cherche encore son plein épanouissement. Et ouais, moi, je trouve que pour moi, c'est ça la vie, quoi. C'est clair. Mais oui, oui, c'est ça exactement. Mais c'est vrai que du coup, évidemment, elle fait part de ses doutes, de Ah ses oui, moments je suis d'accord. d'angoisse, de ses colères. Et c'est ça, évidemment, qui est beau. C'est-à-dire que de nouveau, on en vient à, à unifier sa vie en prenant sa vie telle qu'elle est en fonction des événements que l'on a à traverser. Ce Ouais, qui, quelque part, de nouveau aussi un peu à rebrousse-poil, évidemment, de la doctrine de l'Église, qui est de dire si vous êtes pleinement, finalement, en Dieu, si vous priez, si vous confessez, etc., tout ça va vous amener vers la sérénité. Et donc, quelque part, il faudrait en permanence sourire pour prétendument montrer que l'on est de ce fait-là proche de Dieu. Il y a quelque chose aussi, je trouve, d'assez pervers dans la manière dont l'Église ben, voit finalement notre propre humanité qui est une humanité qui serait pécheresse, qui devrait se flageller sans fin et qui devrait effectivement être une vie de sacrifice. Or chez Etty, c'est pas du tout ça. Je veux dire, elle ne cherche pas évidemment le sacrifice, elle ne cherche pas évidemment à être au-dessus des autres, elle est avec les autres et elle s'accepte, je dirais, intégralement telle qu'elle est. C'est pour le coup, pour moi, un renversement aussi. Et c'est ce qui fait qu'elle peut être très proche. Mais quelque part, on voit bien aussi que elle, euh, elle fait tomber évidemment des pans entiers de la manière dont on a l'habitude de concevoir la vie, ou en tout cas quand on est croyant d'une religion quelle qu'elle soit, on a une conception de la vie, je trouve, qui est assez étriquée. Et là, pour le coup, avec Etty, on va vraiment au large, quoi. ouais. Bon, alors, pas tout le monde, hein. Moi, je trouve qu'il y a finalement, tu vois, j'ai essayé de faire une petite liste des auteurs dans le style d'Etty et Lissoum qui ont justement pas une vision étriquée, parce que moi, je crois une bonne partie des angoisses que j'avais venaient de ça, hein, que j'ai eu une éducation effectivement catholique, bon, pas classique, hein, pas à faire à avoir des prêtres tout le temps, hein. On allait à la Mhm. messe, puis on se confessait, et bon. Mais
Mais je crois que c'est vraiment pas là l'essentiel, quoi. C'est toujours pareil. Il faut chercher en nous. On a tous, je pense, une étincelle divine. On prend le temps où on est poussé par notre sensibilité, nos caractères, les événements de la vie à aller chercher. Mais je crois que la vie, c'est ça. La vie, c'est, enfin moi, le sens que je donne à la vie, c'est chercher en soi, en s'aidant d'Etty Elissum et de tout un tas d'autres événements, de musique aussi d'ailleurs, euh, à s'unifier. Et quand je pense que quand on s'unifie, qu'on arrive à avoir une vie cohérente, moi je n'ai jamais pu, et je l'ai écrit encore il n'y a pas longtemps, hein, je n'ai jamais pu et je ne veux pas de toute façon le faire, séparer ma vie professionnelle de mes intimes convictions, y compris spirituelles. C'est pas pour ça que je porte des croix, que je récite l'évangile aux uns et aux autres, ou que je pousse tout le monde à aller à la messe. Non. Mais par contre, c'est vrai que à chaque fois que je me suis retrouvée face à une injustice, et déjà toute petite, ensuite à la fac, ensuite quand j'étais responsable des thèses et des postdocs au CEA, ensuite à Rome sur divers sujets, je ne peux pas me taire, je ne peux pas rester inactive. Mhm. Bon, tout le monde le sait, j'ai eu des contacts encore récemment avec des gens du CEA, donc ça ne sera pas une nouveauté. Bah, comme partout, parce que c'est un sport national maintenant, ou mondial même, je me suis retrouvé, moi, dans mon bureau, quand j'étais responsable des thésards, il y avait quand même 1 millier de thésards au CEA et 300 postdocs, des grands mecs d'1,90 m, de 23 ans, en larmes, sur mon tapis, en position fœtus, parce qu'ils étaient harcelés par leurs responsables, hein, Mhm. et pour des raisons assez scabreuses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Bon, et ben c'est vrai que, et en plus, il me disait que ils avaient été envoyés là par des gens de leur service qui étaient bien conscients que il avait raison d'être, il était effectivement victime de harcèlement parce que comme il avait découvert des choses qu'il n'aurait pas dû découvrir, on essayait de le foutre dehors. Et, euh, et que tous les gens de son service ou de son département lui avaient dit on ne peut rien faire pour toi parce qu'on risque notre carrière, ce qui à mon avis n'était pas vrai, mais bon. Mhm. Mais va voir Constance, parce que moi j'étais dans un système, enfin dans une direction à part et dans un service qui était chargé uniquement des thésards et des postdocs pour l'ensemble du CEA. Donc plutôt la partie administrative, mais en fait ça s'est terriblement développé parce qu'après le bouche à oreille il a bien fonctionné. Et, euh, et c'est vrai que moi en le voyant en face, je me disais, bon, bah, il va falloir affronter la hiérarchie, aller voir mon responsable et puis tout un tas d'autres personnes. Mais ça pourrait être ma fille, j'en avais pas à l'époque. Ça pourrait être une de mes petites sœurs, un de mes neveux et nièces, etc. Je suis dans une position hiérarchique qui me permet d'intervenir. Alors ça, c'est un gros atout que j'ai pas eu après à Rome. Et puis, je sais, ça va me coûter des ennuis, ça va me faire des ennemis, ça va me pomper une énergie folle, des soirées, etc. Mais je ne peux pas lui dire, bah, écoute, non, désolé, je ne peux rien faire pour toi. Je ne C'est peux ça. pas. C'est C'est, tout à fait contraire à ma conception de la vie. Je ne oui. peux pas. Mais c'est aussi une façon finalement de s'unifier, évidemment, Ah, d'être en phase avec ce que l'on a compris au plus profond de soi. Là, on n'est plus évidemment dans la recherche de plaire ou de ne pas plaire. On est dans le souci de la vérité et de la justice. Mais ce besoin de parler, évidemment, de dire, de dénoncer, c'est aussi évidemment un chemin souvent de solitude. C'est-à-dire il faut effectivement accepter de contrarier certains, de ne pas plaire à tout le monde et finalement de se retrouver seul. Donc ça demande aussi une grande force intérieure, c'est-à-dire qu'à même si on peut être fragile, même si à certains moments on peut ne plus voir oui, très clair, être un peu déprimé, ça demande quand même d'avoir affermi, je dirais, son socle de manière suffisamment forte pour précisément savoir d'où on parle, d'où on vient et du coup pouvoir affronter la contradiction. ouais.
Oui, alors effectivement, moi, un de mes problèmes, sans parler trop de moi, mais c'est qu'au départ, effectivement, nettement plus jeune, hein, parce que j'avais 32 ans à l'époque, euh, et ben, j'y suis allée parce que je ne pouvais pas faire autrement. Viscéralement, je ne pouvais pas faire autrement. Mais bah, c'est vrai qu'une fois ou deux, une fois le problème réglé, là, je me suis bien effondrée, là. Ouais, bah oui, 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 Et ça donc c'est. après, j'avais des proches qui me disaient, oui, non, mais la prochaine fois, essaye de… Mais non, je sais, la prochaine fois, je fais pareil. Moi, Alors, Ouais. ce que j'ai appris entre-temps, et ça c'est important, c'est à nettement mieux résister. Mhm. Donc en faisant bah, ce que dit Eti, hein, il faut dormir, il faut bien se nourrir, il faut se faire de la gym, il faut consolider le corps parce que les problèmes de l'âme et quotidiens, mais plus intellectuels, vont prendre beaucoup d'énergie. Mais tu vois, elle dit aussi, alors c'est quel jour? Ça, c'est en. Bon, je sais plus, sur quel jour? Là, elle a beaucoup parlé. Tiens, samedi 11 juillet. Elle dit, et si Dieu estime que j'ai encore beaucoup à faire, je le ferai tout aussi bien après avoir traversé les mêmes épreuves que les autres. La valeur humaine présente ou non en moi ressortira de mon comportement dans cette situation entièrement nouvelle. Même si je n'y survis pas, ma façon de mourir apportera une réponse au qui suis-je. Alors, c'est fort, et ça va même peut-être paraître prétentieux à certains que je le dise, mais moi, je vois les choses comme ça. Et d'autant plus maintenant que ma fille est, est majeure. Si je n'y survais pas, il y en a qui s'occupent d'elle et puis elle a déjà une bonne autonomie. Mhm. Mais c'est vrai, je suis un peu entière, on me le dit souvent, mais, euh, mais c'est vrai que je te dis, en lisant lui, en lisant Etty Houlissoum, en lisant Viktor Frankl, en lisant bah, tout un tas d'autres, hein, des Christiane Singer, des Jean Lavoué, Jean Sullivan et compagnie. Oui, ben c'est ça. C'est… Mais disons que si on n'est pas à un moment donné entier, quelque part, on est dans le politiquement correct, quoi. C'est-à-dire que de nouveau, on va plaire aux uns, aux autres également, pas en fonction de ses convictions, mais simplement en fonction peut-être de ses intérêts ou pour ne pas fâcher. Donc, à un moment donné, je pense que toutes les personnes qui, euh, qui essayent de cheminer et d'ouvrir éventuellement les yeux aussi aux autres sont des personnes qui par nature doivent être entières parce qu'elles vont devoir effectivement affronter de nouveau ce que j'ai tout à l'heure, la contradiction. Donc je pense que voilà, il faut aussi une grande force intérieure et savoir de nouveau d'où on parle. Et on en revient toujours finalement à la connaissance de soi. Je pense que c'est ça l'essentiel, c'est la connaissance de soi et c'est de se dégager de tout ce qui a pu dans notre éducation nous étouffer, hein, parce que souvent, finalement, ce long chemin, on le parcourt parce qu'à un moment donné, on se rend compte que on a pris malgré soi toute une série de choses qui ne nous conviennent pas et que l'on a effectivement absorbé. Et puis à un moment donné, souvent au travers d'une épreuve plus forte qu'une autre, on se retrouve au pied du mur et on est obligé effectivement du coup de revenir à soi, c'est-à-dire de plonger en soi et de voir les problèmes les uns après les autres. C'est un long chemin je dirais, de désencombrement, quoi, hein. C'est ce qu'effectivement explique Étienne Lesseux, mais et je pense tout ce que c'est ce que explique tous les grands spirituels finalement. C'est oui. c'est c'est toujours revenir à soi pour de fait devenir de plus en plus soi-même, quoi. Oui, puis moi je trouve que ça rejoint le sens de la vie, là encore. Ouais. On sait qu'on mourra tous, ça c'est clair. On ne sait ni l'heure ni le jour. C'est pas mal parce que sinon ça serait un peu stressant. D'ailleurs, il y avait eu un film d'un Belge sur le sujet qui était assez rigolo. Et, mais c'est quoi? Enfin, moi, le sens de ma vie, c'est pas d'essayer de vivre le plus longtemps possible. Alors, pour autant, je ne veux pas faire des excès de trucs sportifs ou extrêmes ou de faire trop d'excès de nourriture, etc. Mais par contre, me mettre à dos tout un tas de gens, plus ou moins selon les cas, pour défendre des jeunes ou des moins jeunes en difficulté parce que victimes
enfin, en difficulté d'une manière générale, mais en plus, quand ils sont victimes d'injustice, Mmh. alors ça, moi, ça passe bien avant le fait de me dire non, non, oh, je vais perdre des neurones, beaucoup de choses, et je vais rien y gagner personnellement. Eh ben si, en fait, voilà, je gagne énormément personnellement parce que je gagne, et Tilly Soum le dit très bien aussi, une paix intérieure et même une joie, un apaisement qui est incomparable, hein, Mmh. incomparable. Mais tu disais en fait, Constance Ketty-Lessoum t'avait accompagné pendant pas mal d'années, que tu l'avais effectivement côtoyé, si je puis dire, de près, que tu avais lu, que tu l'avais lu, relu, Ouais. souligné, surligné, toute une série de passages qui finalement te parlaient. Et c'est vrai qu'on disait tout à l'heure en off, c'est que finalement il y a des passages évidemment qui peuvent nous parler ou pas à un moment donné, et en fonction de sa propre évolution, finalement on revient sur d'autres passages qui nous touchent. C'est en cela évidemment que ces personnes-là quelque part, leur vie est pour soi-même inépuisable. C'est-à-dire qu'elle nous parle toujours, ça va tellement loin, c'est tellement profond. Et ce qu'elle a vécu, quelque part, dénote évidemment de. Elle peut pas mentir, quoi. Elle peut pas nous mentir. C'est pas évidemment quelque part une écrivaine de salon, quoi. Je veux dire, elle écrit au fur et à mesure que les taux se C'est assez referment. cash, hein. Voilà, non, mais ça, c'est là, du coup, ça rend évidemment non seulement son livre absolument bouleversant, mais ça donne évidemment une profondeur à ses mots, je dirais, inégalés, vu évidemment ce qu'elle a vécu. Et on sait évidemment que d'autres personnes qui ont été elles-mêmes dans les camps, qui ont été rescapées, ont une vie, je dirais, après complètement détruite, hein. Alors, Certains n'en sont pas sortis, ils en sont sortis entre guillemets vivants, mais quelque part psychiquement, ils ont été mm, détruits et certains se sont d'ailleurs suicidés aussi. Donc c'est pas évident quoi de s'unifier au travers un drame tel que celui qu'elle a vécu. mm. Ouais, mais tu vois, et je l'ai découvert après, je ne sais pas par quel biais d'ailleurs, mais ça rejoint Viktor Frankl, qui est quand même aussi très intéressant parce que lui aussi, il a passé pas mal de temps à Auschwitz. Ouais. Et comme il était psychiatre, il en a profité pour aider pas mal de ses co-détenus et observer surtout. Et il a observé en particulier, c'est ce qui lui a permis de créer la logothérapie ensuite, hein, que ce ne sont pas les plus résistants physiquement qui ont le mieux résisté euh, au camp et qui ont survécu à Auschwitz, hein. Alors, il y avait un problème de chance aussi, hein, ceux qui étaient tirés au sort pour être tués, ça c'était réglé. Mais sur les autres, en fait, il s'est rendu compte que ceux qui avaient le mieux résisté, c'est ceux qui avaient un sens à leur vie. Mmh. Soit des enfants qui voulaient revoir, soit des livres à écrire, soit enfin, une idée, euh, un objectif vital qui les guidait. Et Ouais. c'est vrai que moi, tu vois, il y a encore quelques années, 3-4 ans, j'avais retrouvé après avoir relu son livre, hein, j'ai trouvé pas mal de vidéos de lui sur YouTube, de conférences. Et là encore, moi, je trouve que ce qu'il dit est très vrai et très fort. Et je pense qu'il y a pas mal de médecins, d'ailleurs, en particulier des psychiatres, qui devraient relire Viktor Frankl, hein, Ouais. Oui, parce c'est que vrai que c'est comme tu dis, si effectivement il n'y a pas un sens extrêmement profond, euh, il y a aucune raison effectivement de chercher à survivre. Et c'est ce qui dit finalement, c'est ce qui l'a fait à mon sens aussi tenir. Elle avait un journal à écrire et elle souhaitait effectivement, elle espérait en réchapper hein, du camp et elle souhaitait pouvoir justement tenir un livre pour aussi raconter après ce qu'elle avait vécu pour conscientiser évidemment les personnes à la barbarie humaine. Donc je pense que là aussi elle a pu quelque part euh, tenir parce elle avait un but pour l'après-camp. Euh, oui, donc voilà. je crois qu'elle a tenu aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de pages où elle le dit, parce qu'elle le dit qu'au milieu de la cruauté de son époque, des conditions épouvantables du camp, elle continuait à louer Dieu. Elle continuait à trouver sa création belle. Elle continuait à sourire,
Harry, enfin on la voit, il y a plein de passages où elle est pleine d'humour, cette femme, hein, un humour un peu sarcastique Ouais, que ouais, j'apprécie. ouais. Mais elle a continué manifestement je pense, d'après en tout cas ses écrits, à porter de la joie. Ah oui, 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 elle dit notamment ceci, je sais déjà tout, et pourtant je considère cette vie belle et riche de sens. Exactement. Ouais. Riche de sens. Donc on revient effectivement à la question du sens. À chaque instant, dit-elle, Ouais, mais il y c'est a effectivement très fort. d'autres pages, alors évidemment, je ne vais pas les retrouver là, mais où elle dit vraiment merci de cette belle vie que tu m'offres, quoi, Hmm, hmm. en plein camp. Ouais. Il y a d'autres, en fait, d'autres écrivains écrivaient, d'autres vies qui t'ont bouleversé à ce point, ou À ce bien point, tu n'as pas rencontré dans tes je te dis, pérégrinations d'autres. si je te dis Viktor Frankl, là, parce que son livre, Ouais, en fait, c'est aussi un carnet de bord, hein, un journal de bord, hein, donc un journal de camp. ouais. Donc il y a pas mal de témoignages comme ça. Si, si, il y a Lita Bassé. Parce qu'en Hmm. fait, Lita Bassé, ben, un de ses derniers livres, alors je ne sais plus ce que c'est, mais enfin sur la perversion, le titre exact, elle aussi, on sent qu'elle a vécu Ouais, ouais, ouais. lourd Ouais. et que très gentiment, elle transmet tout son savoir-faire et tout ce qu'elle a appris en fait euh, aux autres en écrivant. Et ça, ouais, c'est une femme C'est une pasteur protestante, hein, protestante. Ouais. et elle écrit effectivement un livre extrêmement, je dirais extrêmement puissant, fort, qui l'a obligé évidemment, elle, à revoir sa conception de la vie, à trouver un sens justement à la vie, parce que dans un des livres, elle parle en fait du suicide de son fils, hein. Ouais, mais il n'y a pas eu que ça, ouais. Non, non, non. Enfin Ouais, bon, c'était une ouais. épreuve absolument terrible. Comment vivre encore après et elle voulait justement éviter de se culpabiliser en disant j'ai pas vu, j'ai pas su, j'ai pas pu éviter. Donc elle s'est dit ça, je vais pas tomber dans le sentiment de culpabilité parce que sinon je me Ouais. détruis. Donc voilà, elle a dû Ben ça, surmonter quand même une grosse épreuve. ouais, elle l'a, je pense, assez, d'après ce qu'elle dit et d'après ce qu'elle écrit, parce qu'elle en parle justement dans son dernier livre, je crois. Elle l'a dépassé assez rapidement parce qu'en fait, leur fils était malade, hein. Et donc, il savait Ouais. à 17 ans qu'il ne pourrait jamais avoir une vie normale comme il l'aurait Mmh, souhaité. mmh, Et, et donc, il a pris une décision. Lita et son mari le savaient, hein, mmh, qu'il allait se suicider. Ça n'a pas été une surprise, hein. mmh. Et non, là, moi, dans son dernier livre, elle fait référence surtout à toutes les situations de harcèlement qu'elle a vécues au cours de sa vie et d'injustice dans son enfance, dans sa vie professionnelle. Ouais, non, elle a été chargée, elle aussi, hein. Mmh. Et c'est vrai que de la voir, enfin, quand on la voit, elle est souriante, elle écrit des choses magnifiques. Là aussi, chapeau. Ouais. Donc, Ouais, effectivement, elle aussi. Elle aussi. Non, il y en a une alors mais qui n'a pas écrit. Elle aurait dû d'ailleurs parce qu'on a passé, on a pas, enfin non, elle n'aurait pas dû parce que c'est grâce au fait qu'elle n'avait pas écrit qu'on a passé 6 mois ensemble. En fait, quand j'ai quitté la recherche astrophysique pour des raisons variées, qui n'avaient rien à voir avec l'astrophysique en elle-même, mais plutôt avec les chercheurs, euh, j'ai rejoint l'équipe justement dont j'allais devenir quelques années après responsable des thèses et des postdocs parce que à l'époque, une des personnes clés était Adèle Bloch, mais alors qui était un peu fâchée avec l'informatique et tout ça. Et donc, en fait, elle n'avait écrit, ça faisait 20 ans qu'elle gérait les thèses, hein. Bon, avec une équipe, mais quand même. Et c'était que des petits bouts de papier avec son écriture de patte de mouche. Enfin, elle avait tout dans la tête. Et donc, comme elle allait partir à la retraite, il fallait faire la transition. Donc, on a passé 6 mois ensemble, comme ça, à ce qu'elle me transmette toutes ses connaissances et son savoir-faire pour la gestion des thèses. Et puis, on est devenus très amis, donc on a passé aussi surtout énormément de soirées au CEA, bien en dehors, bien au-delà des horaires, à papoter. Parce qu'Adèle Bloch, en fait, était la femme de Claude Bloch, qui était un des physiciens, un des premiers physiciens du CEA, mort prématurément.
Et donc, le CEA avait recruté Adèle Bloch, qui était mère de 3 ou 4 enfants assez jeunes à ce moment-là. Et puis, elle était surtout la sœur de Jules Horowitz, euh, le physicien fondateur du CEA, à l'origine du CEA. Et donc, elle aussi était en fait Adèle Horowitz de naissance, donc des Juifs d'Europe de l'Est. Alors, qui ont survécu, elle et son frère, parce qu'ils ont été cachés en France, si ma mémoire est bonne. Mais ils ont perdu la majeure partie de leur famille dans des camps, et en particulier à Auschwitz. Mm. Et je me souviens très bien d'un soir, moi j'avais une trentaine d'années, hein, donc j'étais pas vieille, hein. Et on parlait de La vie est belle, le film. Enfin, je lui parle du Ah film oui. de Roberto Benigni, Mm. La vie est belle. En lui disant que j'avais trouvé ça pas mal du tout, Mm. comme beaucoup de gens, hein. Et hmm, elle est devenue livide en me disant, moi je le trouve honteux, elle n'était pas allée le voir, hein, mais de ce qu'elle en savait, Ouais. je trouve honteux qu'on puisse faire croire qu'en racontant des fables à des enfants, on aurait pu les sauver. Alors en fait, c'est pas exactement ça le film, mais quand même, en la voyant ce soir-là et en l'entendant, je me suis dit, en fait, quand on n'a pas vécu ce qu'ont vécu des victimes, on ne peut que les écouter, parce que c'est eux qui savent. Mm. Oui, oui. Euh, Oh, oh, Il faut rester très, très prudent quand même, oui, hein. oui, bien sûr. Quand bien même le film effectivement nous parle, nous touche, parce qu'il s'agit d'un enfant évidemment et on a envie de protéger l'enfant, de lui éviter évidemment qu'il voit la réalité, la cruauté Oui, de l'être humain. Donc je comprends évidemment aussi que ce film ait pu toucher. Et moi je l'ai effectivement vu et c'est vrai que ce, ce père qui essaye à tout prix de sauver son enfant quelque part en le protégeant de l'horreur et en essayant quand même de faire en sorte que cette vie dans ce camp ait un sens, alors qu'en fait toute cette vie évidemment est réglée et que le danger est omniprésent. Il y a on quelque est chose dans évidemment l'absurde d'extrêmement total, hein. extrêmement fort, extrêmement touchant. Et en même temps, je peux comprendre entre guillemets parce que je pense qu'effectivement, comme tu dis, quand on n'a pas vécu, on ne sait pas. Et donc, mais il faut de fait être extrêmement prudent sur la manière dont les choses peuvent en fait être réellement ressenti parce que bon, entre un film même bien tourné et une réalité absolument atroce, c'est vrai Non, mais il y a il y a un des, gouffre. ouais, il y a des survivants, ou en tout cas des gens qui ont eu pas mal de gens qui ont été déportés et qui sont morts dans les camps, hein. Je sais que dans la communauté juive, par exemple, de Rome, il y en a pas mal qui ont bien apprécié le film, hein. Donc ça, c'est pourquoi pas, hein. C'est Mm. chacun sa Mm. responsabilité. Ouais. Mais c'est vrai que de voir cette femme âgée et qui avait un petit côté Etty Ilissoum d'ailleurs, parce qu'elle pouvait être très grave et en même temps très pleine d'humour. Et puis alors, ouais, comme aurait dit Ouais. ma chère mère, elle en avait rien à cirer de ce qu'on pouvait penser d'elle, hein. Ça, alors là, Mm. Ouais. elle pensait un truc, elle le disait, c'était à prendre ou à laisser. Bon. Donc on s'entendait très bien en fait, hein. Non, mais on est restés très amis après. Quand elle est partie, on se revoyait. D'abord, elle revenait souvent pour des déjeuners et puis on se voyait très souvent. Mais c'est vrai que ouais, ça m'a marqué, ça, Mm. Mm. d'être très, très prudent avec les gens blessés et les victimes, Ouais. parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est clair, on ne peut jamais le savoir, hein, parce que c'est eux qui l'ont vécu, hein. Et puis, il n'y en a Oui, pas bien peu qui ont sûr. vécu la même chose. Donc, Mm. ouais. Ouais. Mais Mais bon. c'est vrai que là aussi, quelque part, on voit bien que simplement dire il faut avoir foi en Dieu dans le sens où les religions nous le proposent en disant que finalement on peut vivre en Dieu toutes les épreuves possibles et imaginables, c'est évidemment complètement effarant. Enfin, moi, voilà, je connais notamment une personne qui était extrêmement croyante, mais qui ne s'est jamais, qui n'est jamais sortie en fait des souffrances de son enfance et qui a failli, qui a fini par se suicider, quoi. Donc je veux dire il faut aussi du coup être extrêmement prudent sur ce que l'on peut effectivement en tant qu'être humain supporter, même si Oui. on dit on a foi en Dieu, c'est le fait d'avoir foi en Dieu ne résout pas non plus toutes nos fractures psychiques, toutes nos détresses, toutes nos souffrances qu'on a pu effectivement emmagasiner au cours d'une vie. Donc,
Je trouve il faudrait peut-être aussi parfois descendre de son piédestal et de voir ce que les gens ont vécu, parce que c'est vrai qu'il y a tout un temps aussi, évidemment, l'Église a été extrêmement dure finalement par rapport aux personnes qui se suicidaient, hein, Bon, c'était voilà. la haute psychologie de l'Église. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, exactement. Là, la psychologie nous a permis de comprendre les, les failles humaines et à être beaucoup plus finalement, je vais pas dire tolérant, mais enfin à comprendre en fait la nature humaine, c'est ça, à la comprendre. Alors que l'Église, elle, est venue avec sa doxa pour finalement imposer une manière de faire, de penser, en nous offrant le salut et un pseudo-équilibre sur le plan affectif. C'est un véritable drame. Oui, mais d'ailleurs, tu me fais penser, il y en a une que j'oubliais, c'est quand même fou, parce qu'elle aussi, j'ai relu quand même plusieurs fois. Eh ben, la dernière fois, euh, juste après, la matinée après la mort de maman, qui est morte à minuit et des poussières, parce qu'elle tenait, je pense, à mourir le lundi et non pas le dimanche, vu le saint du jour. Et je le dis en souriant, mais je le pense un peu. Et c'est les derniers fragments d'un long voyage de Christiane Singer. Ah Celui-là oui, oui, aussi, ah oui, oui, celui-là oui, aussi, il est oui. annoté et relu 50 fois. C'est Parce aussi que un journal, oui, qui bah, retrace, oui. les 6 derniers mois de sa vie, à partir du Mm. moment où un médecin délicat lui apprend brutalement qu'elle est condamnée, qu'il lui reste 6 mois à vivre, Ouais. et où en fait elle raconte tout. Et puis c'est effectivement, alors c'est sa foi en Dieu, c'est une très longue expérience de la méditation. Euh, c'est beaucoup de contacts et puis c'est Teilhard de Chardin quand elle dit en fait au-delà de la souffrance, au-delà de tout, parce qu'elle souffre le martyr, hein, quand on lit, on se rend Mm. bien compte. Mm. Elle dit mais en fait au-delà de tout ça il y a l'amour et là on joint Teilhard de Chardin. Hein, c'est quand même fou que d'ailleurs comme tout un tas de théologiens qui ont été mis à l'index et encore récemment sont de loin les plus intéressants. Et en fait, quand on lit Daniel Rops, que j'ai récupéré chez des bouquinistes, là, les années 50, l'histoire de l'Église, là, la Réforme et la Renaissance, c'est assez Mm. rigolo de voir que il n'aime pas du tout la Renaissance et la Réforme, et la Renaissance surtout. Mm. Alors, parenthèse, parce que j'ai vu ce matin que le cardinal Sarah là, se posait des questions sur est-ce qu'on est dans une. On n'a jamais vu une époque comme ça au point de vue corruption et abus. Bah, qu'il Mm. relise Daniel Rops, il ne sera pas déçu. Au moins sur la corruption et la luxure, il y a tout ce qu'il faut. Les abus, on ne sait pas, ils en parlaient moins. Ouais. Mais quand on lit Daniel Rops, ce qui est marrant, c'est ce qui transparaît, c'est qu'il regrette le Moyen-Âge. Parce que le Moyen-Âge, c'était la période bénie où les fidèles ne lisaient pas la Bible, euh, ils écoutaient, ils prenaient pour argent comptant ce qu'on leur disait le dimanche à la messe, et basta. Mm. Mais la Renaissance, les Lumières, des esprits qui commencent à réfléchir, des artistes, des écrivains qui posent des questions, ils ont mis C'est un pas bon, ça. bazar chez les fidèles, là, c'est pas Mm. bon ça. C'est pas bon. Et c'est pas bon. Non, mais Non, c'est c'est pas très bon. intéressant de Ouais, voir, parce ouais. qu'il écrit très bien, Daniel Robs, hein, c'est un plaisir à lire. Alors, historiquement, on apprend plein de choses. Enfin, en tout cas, moi, j'ai appris plein de choses parce que je ne connaissais pas. Il Mm. se trouve qu'un de mes cours en ligne, là, pour une Italienne qui est guide touristique et historienne de l'art, retombe souvent sur les papes parce que comme elle fait visiter des palais Farnèse ou des palais Colonna ou des machins comme ça, et ben, ils ont tous eu des papes. Et donc, on était sur les Alessandro Farnèse, les trois. Parce qu'il y a eu un pape, un cardinal et puis un autre, parce que les papes, ils avaient des descendants à l'époque, hein, 4-5 gosses hein, quand même. Hein. Mm. Bon, On l'oublie. on l'oublie. Hein. Mm. Et donc, historiquement, c'est très intéressant, mais en plus, on voit transparaît complètement son point de vue, parce que c'est pas, comme jamais un livre d'histoire, c'est pas lisse, c'est pas juste les faits. Hein. Mm. C'est les Ouais, ouais. adjectifs, les adverbes, enfin tout ce qu'il choisit comme terme, et ça, c'est très intéressant. Ouais. Je vous le conseille. Écoute, on va peut-être effectivement rester avec ce dernier auteur. Alors, Constance, si tu veux bien, pour ne pas effectivement être trop long, je pense qu'on a, j'espère en tout cas, fait découvrir un petit peu le visage d'Étienne Le Somme et donné certainement, je l'espère également, l'envie de la découvrir plus amplement pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, il y a évidemment ce fameux journal qui est repris
dans ce livre de poche Une vie bouleversée. Il y a également d'autres écrits, puisqu'elle a évidemment également beaucoup écrit avec pas mal de personnes différentes. Les écrits se retrouvent également dans cet ouvrage-ci qui est extrêmement complet, qui reprend en fait l'ensemble de ses lettres. Et alors, il y a également un autre livre sur Étienne Lecum. Il y a beaucoup de personnes en fait qui se sont intéressées à cette figure spirituelle, également un jésuite, Paul Lebeau. Peut-être pour en terminer également par là, un autre livre intitulé Histoire de la fille qui ne savait pas s'agenouiller. Ah, oui. Euh, Ça m'est venu, S'agenouiller, grâce à Sterck elle. et Vigée. Donc voilà. Et alors peut-être aussi, parce que ça je trouve que c'est assez passionnant, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a un super documentaire qui a retracé en fait la vie d'Etty en forme de road movie en fait. Ça commence à Amsterdam ce documentaire, ça se termine à Auschwitz, où deux étudiants effectivement d'Erasmus, Alexandre et Florian, décident de marcher sur les traces d'Etty à travers l'Europe. Et alors on suit effectivement pas à pas Etty au travers des lieux qu'elle a elle-même fréquentés. C'est vraiment passionnant. C'est un documentaire qu'on retrouve facilement sur YouTube, qui est Surtout, ouais. intitulé Le Convoi. Mm. Donc voilà Constance, je te remercie pour cet échange et Bon, je te dis à merci à bientôt. toi. Merci, À bientôt. à Au bientôt, revoir. au revoir.